Excellent. En fait, le nombre de participants ne semble plus augmenter. Non, Donc, ça semble plus bouger. Euh, bienvenue à tout le monde. Salut tout le monde. Je me présente Mélanie chez Chuck Co. Je suis conseillère marketing et communication. Puis aujourd'hui, on est avec Charles Cormier. En fait, c'est notre président, c'est le Chuck, le fameux Chuck de Chuck Co. Je te laisse la parole, Charles. Super, merci Mélanie. En fait, aujourd'hui, on va parler vente et GED. Est-ce que ça va ensemble? Comment vendre efficacement notre projet de GED dans son organisation? Et en fait, quand on a eu l'idée de ça, c'était vraiment après les deux tables rondes qu'on a faites avec Natacha, Chantal et Philippe, c'était vraiment des questions qui revenaient. Comment on est capable de bien se positionner dans notre organisation? Et on a décidé de faire ça vraiment juste avant les fêtes. Et en fait, on vous a invité à nous poser des questions par courriel. Et ça m'a permis, en fait, de dresser un petit canevas. Et pendant l'ensemble du webinaire, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a le chat, il y a aussi la boîte pour euh, poser des questions, si ma mémoire est bonne. Euh, et ça va vous permettre, en fait, de nous poser des questions live. Et là, je vais essayer de vous donner la parole live pour que vous puissiez, ceux qui veulent, évidemment, nous poser des questions de vive voix pour rendre ça le tout un peu plus interactif. Donc, il y a la main levée également si jamais vous avez des besoins, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à le faire. Euh, Est-ce juste que... une petite, juste Oui, une petite seconde, Charles. Juste pour être sûr, parce que c'est toujours un petit stress, est-ce que vous pouvez nous répondre dans la boîte de chat si vous nous entendez bien? ou en fait, levez la main. Ah, donc, oui, c'est bon. Donc, on a tout Excellent. validé. Donc, parfait. C'est bon. Merci. Merci tout le monde. Euh, et pendant la dernière semaine, en fait, plusieurs d'entre vous nous avez envoyé des questions. Euh, je vais commencer avec ces questions-ci, en fait, là. Et les questions majoritaires, en fait, sur le thème de vendre votre projet de GED tournent autour de quels arguments poser pour favoriser l'adhésion à la GID des utilisateurs, comment présenter les avantages d'un logiciel de GED aux autorités, quels seraient les arguments pour convaincre les gestionnaires d'adhérer à notre projet de GED, comment faire pour faire adhérer. Donc, vous voyez que c'est vraiment comment convaincre les utilisateurs ou la haute direction d'embarquer dans notre projet de GED. Et en fait, le meilleur moyen de convaincre, puis ça, je vais vous le dire tout de suite, c'est de ne pas avoir à convaincre. Donc, si on est capable de mettre en place une structure en amont pour bâtir les éléments qui sont requis pour vendre votre projet de GED, bien, le projet de GED va se vendre beaucoup plus facilement comme ça que si vous êtes toujours là à défendre. Mais avant d'aller dans cette avenue-là, en fait, euh, je vais juste revenir sur certains éléments qui sont quand même assez importants, là. Pourquoi c'est difficile de vendre, en fait, et c'est quoi les problèmes majeurs qu'on rencontre habituellement, là. Puis, en fait, je vais vous demander par la suite de m'indiquer si vous rencontrez ces problèmes-là, là, mais souvent, on rencontre 4 obstacles majeurs. Et même moi, qui travaille dans plusieurs projets, c'est le même type d'obstacles qu'on rencontre, là. Souvent, premier élément à savoir, c'est que les gens ont pas ils ne perçoivent pas les besoins pour embarquer dans la jet. Donc, ça, c'est la première étape. Les gens, ils ne voient tout simplement pas de besoin. Ça fait 30 ans qu'on fonctionne comme on fonctionne actuellement. Donc, pourquoi on changerait? Donc, ça, c'est tout le temps l'obstacle premier auquel on fait face. Le deuxième obstacle, c'est le déficit de confiance ou de crédibilité, pardon, que les gens ont envers les gens qui travaillent dans la GED. Donc, souvent,
Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes dans l'organisation, peut-être que le service de la gestion documentaire n'est pas assez visible dans l'organisation, ce qui fait en sorte que les gens ont pas nécessairement une confiance tout de suite envers vous ou vous n'avez pas la crédibilité requise, pas nécessairement vous, mais votre service en entier pour essayer de déployer un projet de GED. Et l'autre obstacle qu'on rencontre souvent, c'est l'insatisfaction des utilisateurs face aux services actuels ou même aux services passés que la GED offrait. Donc, peut-être que vous avez déployé un système de GED à travers, dans les années passées et ça s'est moins bien passé ou peu importe ce qui s'est passé et les gens, finalement, n'apprécient pas les solutions qui sont déployées. Et après ça, ben, pour être capable de mettre en place une autre solution, c'est beaucoup plus difficile de vendre la solution. Et le dernier obstacle auquel on fait face souvent, c'est un obstacle de, comment dire, de manque de participation. Donc, on a réussi à vendre le projet, les gens embarquent à prime abord, on a réussi à convaincre la direction. Par contre, les utilisateurs finaux, eux, embarquent pas nécessairement et c'est difficile après ça de vendre le projet ou de faire embarquer les projets à ce moment-là. Donc, ça, souvent, c'est quatre obstacles finalement qu'on rencontre là. Et je voudrais vous poser la question, est-ce que vous, c'est le genre d'obstacle auquel vous avez rencontré, vous avez fait face, simplement peut-être en levant la main pour faire un peu participer? Et si, merci de nous indiquer. Et s'il y a d'autres obstacles qui sont auxquels vous avez fait face, merci de l'indiquer dans le chat. Je pense que ça serait éclairant aussi pour moi et tous les participants, là. Donc, souvent, c'est ce genre d'obstacle-là auquel on fait face quand on essaie de déployer euh, un système de GED. Et je pense que un cinquième obstacle, si je pourrais dire, là, et qui est quand même assez important, c'est nous-mêmes. Et parce qu'en fait, on a comment dire, des comportements ou des croyances qu'on a depuis longtemps. Et ces croyances ou ces comportements-là ont des effets limitatifs, si on veut. Donc, on pourrait dire que ce sont des croyances limitatives qui font en sorte qu'on a nous-mêmes, on s'auto-sabote, si on veut, dans un projet de GED, là. Et excusez, il faut que je. Donc, en fait, et ces croyances-là, souvent, ça peut être qu'on a besoin de convaincre, en fait, les gens d'embarquer dans notre projet. Et en fait, et une autre croyance, par exemple, ça pourrait être de croire qu'on n'est pas capable d'influencer les décideurs, de croire que ça prend un budget faramineux pour être capable d'embarquer d'avoir une solution au final. Et sinon, ça pourrait être de passer beaucoup de temps à essayer de convaincre les utilisateurs, à essayer de défendre notre projet ou encore croire que si ça ne marche pas, c'est de la faute, par exemple, du légal, c'est de la faute des technologies d'information ou du manque ou du manque de technologie finalement dans l'organisation. Et ou encore que, et ça, je le vois beaucoup, c'est de croire qu'on n'est pas capable de parler de chiffres ou de ne pas être capable de parler de chiffres, en fait. Donc, ça, souvent, c'est un élément qui est majeur. Si on n'est pas capable de parler de chiffres ou de dire combien ça va coûter ou combien ça va prendre de temps, euh, on va avoir un déficit de crédibilité qui va nous nuire pour être capable de vendre le projet, à tout le moins à la haute direction. Donc, ce n'est pas nécessairement des éléments qui sont, comment dire, névralgiques quand on est en train de déployer envers les utilisateurs, auprès des utilisateurs, mais quand on est à la haute direction, la question de chiffres, c'est important. Et donc, ça, c'est les éléments principaux par rapport un peu aux problèmes que nous, on vit quand on essaie de déployer une solution de GED, peu importe l'organisation, c'est pas mal souvent les éléments qu'on voit. Et
en fait, et là, ce que je vois, il y en a qui ont dit manque de budget, ben, de priorisation, priorisation d'autres projets, manque de leadership, effectivement, ça en fait partie. L'entreprise pense qu'il a déjà une solution avec SharePoint, Microsoft 365, qui pourrait en fait être le cas. Manque de ressources pour réaliser les projets, manque de soutien des autorités. Effectivement, ça, c'est tous des éléments, mais ce n'est pas nécessairement, si on le prend d'un point de vue obstacle, le manque de ressources ou le manque d'argent n'est pas nécessairement l'obstacle en soi. À mon avis, là, le premier problème, c'est comment on est capable d'apporter de la valeur à l'organisation pour que l'organisation mette l'argent nécessaire. Et ça, c'est le défi d'être capable de créer de la valeur pour l'organisation suffisamment pour qu'ils réussissent à investir l'argent requis. Donc, alors, quelles sont les ressources pour pouvoir parler de chiffres? En fait, ça, on va pouvoir y venir, mais entre autres, on a fait une présentation. Et là, Mélanie, tu pourras me corriger là, parce que je n'ai pas assisté à la présentation, mais en décembre, on a fait une présentation sur comment bien évaluer des solutions de GED et l'aspect financier, je crois, était parlé, discuté. Moi, tu me corrigeras si je me trompe, là. Ben, brièvement, en fait. C'était discuté brièvement, dans le fond. OK, OK. Mais ça, on pourra en discuter si jamais on a le temps. Donc, excellent. Donc, ça, c'était juste l'introduction que je voulais vous mentionner par rapport aux premières questions qui avaient été posées. Et pour essayer d'y répondre un peu plus en détail, il y a 3 éléments, ou il y a en tout cas 4, 5, en tout cas, il y a plusieurs éléments qui sont importants, je pense, pour être capable d'augmenter notre crédibilité ou en fait d'augmenter l'adhésion des gens dans notre organisation. Et le premier que je vais vous parler ce matin, c'est le positionnement. Donc, il y a le positionnement. Il y a aussi votre positionnement dans l'organisation, bien entendu. Il y a également la connaissance de vos utilisateurs ou de ce que moi j'appelle de vos clients. Est-ce que vous connaissez bien vos clients et votre clientèle cible? Est-ce que vous connaissez bien l'alignement stratégique ou plutôt les stratégies de l'organisation ou en fait, simplement la mission de l'organisation et les orientations stratégiques qu'elle veut prendre? Donc, ça, c'est une autre question à se poser. Et est-ce que vous êtes capable de définir ou de détecter les raisons incontournables que les gens pourraient avoir pour embarquer dans un projet de GED? Donc, c'est les principales questions qu'il faut se poser avant d'être capable de convaincre les gens d'embarquer dans une solution de GED, là. Donc, et la première, c'est le positionnement. Donc, pour aller plus dans le détail, le positionnement, il y a deux côtés à la médaille. Le positionnement, c'est d'abord comment vous présentez face à vos clients, à vos utilisateurs, aux autorités de l'organisation. Donc, ça, c'est le premier côté. Et le deuxième côté, c'est comment les gens vous perçoivent. Et quand on fait l'exercice d'essayer de documenter ça, de se poser les questions, on se rend compte qu'il y a une très grande marge entre ce que les gens perçoivent de nous, de ce qu'on fait, et de ce que nous, on veut présenter comme image. Et en faisant cet exercice-là, on est capable de définir et d'avoir le contrôle sur ce que nous, on veut présenter comme image. Donc, quel service nous voulons offrir, quel type de communication on veut avoir, comment on fait pour rejoindre les utilisateurs. Donc, c'est toutes des questions qui sont essentielles à se poser avant même d'aller voir l'utilisateur. Et en faisant ça, on se rend compte que souvent, c'est un aspect de communication, on ne communique pas nécessairement assez
pour que les gens nous connaissent. Donc, et là, on se rend compte qu'on doit mettre en place des stratégies de communication pour être capable de bien rejoindre les utilisateurs, pour être capable de bien se positionner. Et par rapport au positionnement, en fait, c'est de un, le mandat que vous vous donnez dans l'organisation, que vous avez dans l'organisation. Donc, ça, c'est un premier positionnement à avoir. Le deuxième élément à se poser comme question, c'est quoi les principes directeurs que vous avez? C'est quoi vos valeurs, en fait, qui vont un peu, qui vont soutenir l'ensemble de vos gestes ou des services que vous allez offrir. Donc, ces deux éléments-là sont, pour moi, essentiels pour être capable de bien vous positionner, pour être capable de changer l'image que les gens ont de vous dans l'organisation. Et évidemment, si vous attendez que les gens viennent vers vous pour leur offrir des services, c'est le meilleur. En fait, pour moi, là, c'est le meilleur moyen qui se passe rien, en fait. Et il faut vraiment être le plus possible, passer à l'action, être proactif. Et même si vous n'avez pas une solution complète à offrir, il faut être capable de soutenir les gens dans l'organisation. Donc, ça, je pense que c'est nécessaire dans le positionnement à avoir par rapport à ça. Donc, ça, c'était pour le positionnement. Et l'autre élément pour être capable de bien connaître son organisation, être capable de trouver ce qui va permettre de convaincre, c'est de connaître notre clientèle cible. Donc, je sais que c'est un peu difficile de poser des questions comme ça quand on est en webinaire live, là, mais est-ce que qui d'entre vous avait déjà fait l'exercice, ou est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait l'exercice de bien segmenter et de développer un persona dans votre organisation? Et ça, habituellement, quand on pose la question, et là, je vois qu'il il y a 3 personnes qui ont levé la main. Habituellement, quand on pose la question, c'est rare qu'on ait une réponse positive. Donc, qu'est-ce que la segmentation de la clientèle? C'est d'être capable de définir dans l'organisation qui sont les utilisateurs, c'est quoi leurs caractéristiques, c'est quoi les besoins que les gens recherchent dans une solution de jet. Et c'est là où on se rend compte que nous, on peut avoir, comment dire, considérer des bénéfices pour une jet. Donc, par exemple, ça nous permet d'avoir une meilleure conformité, ça nous permet de bien appliquer les lois, les règlements, de faire le traitement, le tri, le versement BANQ. Donc, souvent, c'est à l'intérieur de nos façons de faire, c'est ce qu'on veut rechercher au final dans une solution de GED. Par contre, quand on commence à bien documenter ce que les utilisateurs ont besoin, c'est vraiment deux mondes totalement différents et on se rend compte que sans dire que c'est deux solitudes, c'est vraiment deux choses qu'il faut essayer de concilier. Et ce que moi je dis souvent, là, c'est quand on essaie de mettre en place une solution JED, il faut être capable de nous-mêmes se mettre de côté, si on veut, et de se questionner vraiment qu'est-ce que les gens recherchent dans une solution de JED. Et quand on prend le temps de poser la question, on se rend compte que tous les aspects de gestion documentaire, organisation d'information, tous ces éléments-là sont vraiment secondaires pour eux. Donc, il faut vraiment aller chercher ce qu'eux ont besoin pour être capable de définir les bénéfices que l'organisation cherche à avoir à l'intérieur. Et souvent, ça va être beaucoup plus des bénéfices d'efficacité, évidemment, de performance, de collaboration. Et là, il y a un clash qui arrive entre ce qu'on offre ou ce qu'on voudrait offrir comme solution et ce que les gens recherchent parce que souvent, une solution JED ne répondra pas nécessairement aux besoins premiers des utilisateurs et c'est à ce moment-là qu'on doit travailler fort pour essayer de les convaincre.
Donc, par exemple, si le besoin premier des utilisateurs est la collaboration, bien, tous les aspects de gestion documentaire, il faut qu'ils soient présents. Évidemment, toutes les exigences de gestion documentaire doivent être là. Par contre, il faut miser sur les solutions qui vont favoriser beaucoup plus la collaboration ou à tout le moins essayer de voir quelle solution on a à l'interne qui serait capable de favoriser ces éléments-là. Et après ça, d'avoir une solution hybride, si on veut, avec plusieurs solutions qui vont se greffer finalement entre elles, une avec l'autre. Donc, par exemple, moi, ce que je vois beaucoup, c'est ces temps-ci, puis là, on va avoir les solutions Microsoft qui vont être là pour la collaboration et on va essayer de trouver une solution en arrière pour essayer d'aller moissonner les documents pour nous-mêmes, après ça, comme gestionnaire de documents, essayer d'être capable d'aller prendre les documents et de les mettre dans une voûte documentaire. On commence à voir ce type de solution-là de plus en plus. Et ça, habituellement, ça parle beaucoup plus aux utilisateurs parce qu'eux, après ça, toute la gestion documentaire va être invisible à leurs yeux. Ils ne la verront pas, en fait, là. Et tout le travail de gestion documentaire, évidemment, bien, va revenir dans l'équipe de gestion documentaire à l'interne. Donc, ça permet d'avoir une solution qui réponde à tous les besoins, en fait, si on veut, là, mais que les utilisateurs finaux n'aient pas besoin de faire de la gestion documentaire. Donc, avant de poursuivre, Mélanie, est-ce qu'il y avait des questions? OK, je vais aller. Donc, excuse-moi, les gens, c'est ça, ils ont surtout répondu à ta question tout à l'heure, les bloquants. OK. C'est bon. Oui. Excuse-moi, c'est parce que j'ai la boîte de chat puis la boîte de Q&A de questions-réponses. Donc, j'ai une question ici. On me demande des bénéfices quantitatifs. Combien de temps les utilisateurs vont-ils sauver? Quels sont les efforts requis de la part des unités d'affaires pour implanter? Effectivement, ça, c'est Annick, c'est vraiment une très bonne question et souvent, c'est une question on essaie d'y répondre. Par contre, ça peut être difficile tout dépendamment du contexte et je ne sais pas dans quel milieu vous êtes, mais souvent, l'aspect quantitatif de combien de temps les utilisateurs vont sauver, de combien d'argent l'organisme va être capable de sauver, souvent, c'est des questions qui, en tout cas, moi, dans mon expérience, n'ont pas beaucoup de poids dans la décision finale d'aller ou non vers une solution de JED. Donc, entre autres, quand on parle de combien de temps les gens vont sauver, mon barème, souvent, c'est que, en tout cas, nous, dans la façon qu'on évalue dans les retours sur investissement, à la base, notre chiffre, c'est à peu près 30 du temps que les gens passent dans leur travail quotidien est consacré au traitement, à la recherche d'informations et au travail qu'on fait avec l'information. Et avec ça, ben, on est capable d'identifier, par exemple, que de ce 30 %-là, on est capable de sauver, et là, souvent, les chiffres peuvent varier, il faut vraiment faire une évaluation. Mais, par exemple, si on est capable de sauver 15 de ce 30 %-là, on est capable de sauver, par exemple, 5 heures de temps par semaine, par exemple. Donc, ça pourrait être un élément quantitatif. Et après ça, on est capable de ce 5 heures-là, ben, d'extrapoler sur l'ensemble de l'organisation combien de temps on pourrait sauver de manière globale, par exemple. Et après, on est capable de voir combien de temps on serait capable pas combien de temps, mais avec la masse salariale, on serait capable de transposer ça en argent, si on veut. Donc, en fonction de la masse salariale. Et ce que ça fait, c'est qu'on est capable de dire, par exemple, sur 5 ans, par exemple, ben, la première année, on va sauver 50 000 par exemple. Après ça, on va sauver 100 000 après ça, 120 000. Donc, on est capable de faire une gradation et d'identifier sur 5 ans combien d'argent on va être capable de sauver.
Et tout dépendamment, le milieu où on est, ça va parler ou ça parlera pas. Moi, j'ai déjà été dans des organisations où la question du temps que les gens sauvaient n'était pas un bon argument parce que la masse salariale ne baissait pas, en fait. Et c'était ça beaucoup l'argument, là. Tu sais, si on 12 millions 12 millions, c'est peut-être trop, mais si on 2 millions de masse salariale, par exemple, ça fait en sorte, tu sais, même s'il sauve du temps, il va avoir toujours 2 millions de masse salariale par la suite, là. Donc, c'est des éléments qu'il faut quand même, tu sais, faire, je pense, mais il faut faire attention, cet argument-là n'est pas nécessairement garant de succès, là. Et après ça, pour la question des efforts requis de la part des unités d'affaires pour implanter, encore une fois, ça va vraiment dépendre des solutions qui vont être mises en place et aussi de ce qui va être demandé pour travailler, pour faire le déploiement. Est-ce que la question à se poser, c'est est-ce que vous partez à 9, donc à partir de, par exemple, du 14 janvier, vous partez à 0 puis vous ne faites pas de migration? Est-ce que vous faites faire le traitement par l'équipe? Est-ce que la migration des documents, c'est chaque unité d'affaires qui doit le faire? Donc, c'est toutes des questions qui vont faire en sorte que les gens vont avoir à mettre plus ou moins de temps pour la migration. Et ça, c'est vraiment une question qui est difficile à répondre, mais souvent, on parle de quelques heures jusqu'à une semaine de travail, donc 35 heures, pas temps plein, là, mais étalé. Donc, ça dépend vraiment euh, de quelle solution vous voulez mettre en place, là. Merci Annick. Dans mon cas, c'est le bureau de projet qui me demande ces informations pour évaluer la valeur de mon projet. Les gains doivent être quantifiés pour avoir l'aval. OK. Euh, donc, ben ça, tu sais, les besoins de moi. Donc, je pourrais vous envoyer comment dire, un gabarit qui est, je pense, intéressant pour être capable de se poser les questions. Ça n'aura pas réponse à tout, là, mais au moins, ça va indiquer quelle catégorie de coûts on doit regarder. Et souvent, même avant même d'aller chercher, par exemple, si vous êtes à l'étape d'évaluation des solutions, là, souvent, il faut aller voir chacune des solutions pour être capable d'avoir une première soumission ou une première évaluation de ce que pourrait coûter la solution pour être capable de déployer une solution ou d'avoir, en fait, d'être capable d'évaluer le budget, là. Donc, ça, c'est rarement one size fit all, en fait, pour chaque organisation, là. Ce que moi, j'avais déjà vu, et là, ça mériterait juste un rafraîchissement, là, mais un des chiffres que j'avais déjà vu, c'est d'évaluer, par exemple, vous établissez votre nombre d'utilisateurs et en fonction du nombre d'utilisateurs, vous pouvez faire un fois 500 pour être capable d'établir à peu près combien pourrait coûter le projet. Et ça, c'est vraiment une évaluation à haut niveau. Il faut évidemment raffiner, mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que ça pourrait coûter, en fait. Donc, oh, Ah, Mélanie, je viens de te voir apparaître. ben, c'est juste parce que je voulais te dire une autre question, mais si tu continues sur ta... Non, je pense que c'est bon, merci, c'est bon. Il y a Maria qui dit: les besoins de mon organisation sont variés d'un service à l'autre. Existe-t-il un outil qui convienne à tous? En fait, celui-là, pour l'outil, en fait, c'est ça, je vais regarder ce que je pourrais vous envoyer, en fait, là, par la suite, là, pour essayer d'évaluer, là, mais c'est pas. Tu sais, ça vous donne les grandes catégories, par exemple, de coûts, mais ça, tu sais, il faut raffiner, enfin, parce que chaque solution ou chaque organisation peut avoir des éléments à personnaliser. Donc, ça, je vais pouvoir regarder ça pour vous l'envoyer. Et là, je pense que j'ai un peu fait une parenthèse et j'ai un peu dévié, mais je pense que c'était important
pour cet aspect-là, là. Donc, ça, c'est un aspect. Le coût peut être important, mais souvent, comment dire, les aspects un peu plus rationnels, donc comment tu sais, les coûts du projet, l'échéancier, tous ces éléments-là qui se mettent en place au fur et à mesure, souvent, ça vient justifier une décision qui a déjà été prise, déjà été prise en amont. Donc, si on est capable, par exemple, de définir les raisons incontournables, c'est quelque chose qui devient vraiment très, très important. Et par raison incontournable, excusez, là, je veux juste aller, je l'avais déjà mis en quelque part. Donc, par raison incontournable, ce que je veux dire par là, c'est des raisons qui suscitent l'urgence d'agir et qui poussent les organisations à passer à l'action, qui vont, et ça, c'est des raisons, en fait, qui prennent généralement la forme de conséquences ou d'impacts, et ça peut être des impacts financiers, des impacts d'affaires, des impacts personnels ou encore des impacts émotionnels. Et souvent, les conséquences, par exemple, si on est capable de trouver la raison incontournable, c'est la perte de données, par exemple, dans ce qui arrive, les cyberattaques qui arrivent dans les derniers mois, les dernières années, ben, ça pourrait devenir une raison incontournable. Et les raisons incontournables, ce sont souvent, il faut identifier en fait une liste de problèmes que les gens vous donnent. Par exemple, le problème, c'est qu'on n'a pas accès à l'information, c'est que les documents ne sont pas sécurisés, il y a des problèmes d'accès, etc., etc. Donc, trouver les problèmes et avec chaque problème, identifier les conséquences ou les impacts que ça peut avoir sur l'organisation. Et ça, en chiffrant ces impacts-là, on est capable de définir quels impacts ou quels problèmes pourraient devenir des raisons incontournables d'aller de l'avant. Et c'est vraiment, et ça peut être très, très varié, là, mais c'est vraiment une raison qui va faire en sorte que ça va pousser les organisations à augmenter la cadence et à passer en mode urgence. Donc, souvent, les questions de mémoire de l'organisation, les calendriers de conservation, ce genre de choses-là, malheureusement, c'est rarement des raisons incontournables. Donc, il faut être capable de trouver d'autres types de raisons incontournables pour être capable de passer à l'action. Donc, quelqu'un mentionne que les problèmes identifiés sont des irritants. Effectivement. En fait, ce que moi j'ai dit dernièrement à une organisation, là, c'est que commencer avec qu'est-ce que les gens ressentent? Et là, c'est pas du tout rationnel, mais souvent, on va partir de problèmes avec des émotions négatives. Donc, quel est le problème et quelles émotions négatives les gens vont avoir avec ce problème-là? Donc, par exemple, je ne trouve pas l'information et on vit de l'anxiété parce qu'on ne trouve pas l'information nécessaire et ça nous fait perdre du temps, donc les gens sont frustrés. Donc, si vous êtes capable de commencer avec ce type de problème-là, et après ça, d'extrapoler quelles sont les raisons incontournables, on est capable de bâtir quelque chose avec ça pour aller plus loin dans la démarche. Et ça, je peux donner des exemples, mais ça dépend vraiment de chaque organisation. Et par expérience, un irritant X, Y, Z dans une organisation ne le sera pas dans une autre organisation. Donc, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont fâchés d'utiliser un système X, Y, Z. Par exemple, le papier. Donc, dans le contexte actuel avec le télétravail, vous pouvez avoir plusieurs arguments ou plusieurs raisons incontournables. Et ça fait en sorte que, par exemple, si votre organisation est encore papier après un an,
Donc, il faut essayer de trouver, les gens sont frustrés parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir accès à l'information. Donc, il faut bâtir là-dessus pour être capable de trouver des arguments. Et il ne faut pas que les arguments viennent de nous. Il faut faire en sorte que les arguments viennent de nos utilisateurs ou de nos prospects dans notre organisation. Donc, il faut bâtir sur ce que les gens nous disent et pas ce que les problèmes que nous pensons que les gens ont, grosso modo, là. Et ça, c'est un élément quand même assez majeur, là. Il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut essayer de s'enlever du problème et ne plus penser les solutions de GED en termes de gestion documentaire, mais en termes de bénéfices organisationnels. Donc, si on est capable de faire ça, on est capable de se poser la question, entre autres, quels sont les problèmes que les gens vivent, quelles sont les conséquences qu'ils vont avoir au quotidien dans leur travail et quelles vont être les conséquences à moyen et long terme également. Et également, c'est quoi les risques de continuer comme ça, en fait, là. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une fuite de données, une cyberattaque qui va mettre down l'entreprise ou l'organisation pendant des semaines, comme, et là, tu sais, je ne veux pas nécessairement citer des exemples malheureux, mais quand on regarde ProMutuel actuellement, euh, ça fait des semaines qu'ils sont en train d'essayer de rétablir l'organisation. Donc, ça a des coûts. Mais ça a vraiment des conséquences financières très, très importantes pour l'organisation. Donc, c'est ce genre de conséquences-là sur lesquelles il faut miser. Et si vous êtes capable de vous coller aux orientations stratégiques de l'organisation pour faire un alignement vraiment avec où s'oriente l'organisation, c'est encore mieux. Donc, on essaie de parler le langage de la haute direction et on laisse évidemment le langage de gestion documentaire traditionnel. Donc, ça, c'est également un autre élément qui est quand même assez essentiel. Donc, on regarde la mission de l'organisation et notre premier travail serait de réaliser cette mission-là, en fait. Donc, si la mission est de rendre des services aux usagers, aux citoyens, par exemple, ben, notre mission devrait être, ou notre mandat devrait être de rendre les services aux citoyens en, en mettant en place des solutions de gestion documentaire efficaces et on est capable d'essayer de créer une proposition de valeur qui va être entendue par la haute direction d'un premier coup et après ça, l'ensemble des autres des autres secteurs dans l'organisation. Donc, ça, c'est des éléments qui sont quand même importants à noter quand on fait ce genre de proposition-là. Et ça nous permet, après ça, de définir une proposition de valeur qui soit cohérente, en premier avec la vision de l'organisation, avec sa mission et les orientations stratégiques qu'elle pourra avoir. Et si vous êtes au gouvernement, un des éléments, je pense, que ce soit, peu importe la branche du gouvernement dans laquelle vous êtes, je pense que la stratégie stratégique gouvernementale vous offre plusieurs arguments pour être capable de mettre en place une solution de GED, là. Donc, ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous aider à développer un argumentaire. Et si vous avez une planification stratégique, dans les ministères en ont tous une maintenant. Donc, collez-vous à ça pour être capable de trouver comment vous pourriez aider votre organisation à remplir les objectifs qui sont à l'intérieur de cette planification stratégique-là. Donc, ça, c'est des éléments qui sont quand même importants là, à définir. Donc, ça, c'était pour répondre en fait aux premières questions que j'avais eues, là. Et, et une autre question, est-ce que est-ce qu'il y en a qui qui auraient une question qu'ils voudraient partager live? OK, donc c'est bon, on va poursuivre. J'essaie de voir d'autres questions qu'il pourrait avoir.
En fait, une question que j'ai eue qui est quand même hyper intéressante, c'est sans solution de GID à court terme, que pourrions-nous offrir aux utilisateurs comme outil et par quoi commencer pour être le plus efficace possible? Donc, si vous n'avez pas de solution de GID à offrir, par où on commence? En fait? Et actuellement, en fait, dans la majorité des mandats dans lesquels on se trouve, là, les solutions de Microsoft 365, SharePoint, Teams et tout ça sont majoritairement présents. Et on se rend compte que souvent, quand on fait l'analyse, ben, c'est un outil qui permet de gérer le contenu, qui permet de gérer les documents actifs. Et on se rend compte souvent, ben, on est capable de commencer quelque chose avec les solutions qui sont déjà en place sans nécessairement avoir une solution de GID un peu plus traditionnelle. Là. Et on est capable d'utiliser les outils qui sont en place pour être capable, à tout le moins, d'offrir des services pour aider à organiser les documents d'équipe en équipe, d'aider à migrer les documents. Donc, c'est ce genre de choses-là qui permettent en premier lieu de se faire voir et d'augmenter la crédibilité qu'on peut avoir auprès des utilisateurs. Ça, je pense que c'est un élément qui est quand même très intéressant et par lequel on pourrait commencer. Et là, je dis Microsoft parce que souvent, nous, c'est la solution auquel on fait face quand on est en organisation, mais ça pourrait être les solutions Google, ça pourrait être d'autres types de solutions, ça pourrait être les serveurs de fichiers aussi. Là. Quoique les serveurs de fichiers, c'est tout le temps un peu plus problématique parce qu'il n'y a pas de fonctionnalité de gestion documentaire sur les serveurs de fichiers, outre de classer les documents en arborescence. Donc, ça peut être un peu plus difficile. Mais à court terme, si vous êtes capable de définir, si vous l'avez déjà, tant mieux, une offre de service que vous pouvez donner finalement euh, à votre organisation et d'être dans un esprit un peu plus d'approche conseil, si on veut. Donc, vous proposez vos services pour être capable d'organiser chacun des services de manière indépendante, si on veut, là. Et après ça, de bâtir sur les gains que vous allez faire pour grossir un peu plus d'année en année. Et en fait, l'élément clé là-dedans, c'est de ne pas attendre d'avoir la solution parfaite. Ça, c'est le meilleur moyen qu'il ne se passe rien. Là. Donc, si vous attendez d'avoir du budget pour commencer, si vous attendez d'avoir le hockey pour le gros système la grosse solution de GED dans votre organisation, là, ça va prendre beaucoup de temps et souvent, quand vous allez arriver dans 2, 3 ans, souvent, ça a recommencé parce que les grosses solutions, c'est difficile à implanter. Donc, si vous êtes capable de trouver une équipe qui a un besoin particulier et de leur offrir un peu le traitement VIP. Donc, c'est-à-dire, par exemple, de commencer un traitement VIP avec une équipe ou avec une série documentaire qui serait hyper efficace. Donc, ça pourrait être, je ne sais pas moi, les comptes payables. Donc, vous commencez à numériser les comptes payables, tous les processus des comptes payables. Ça pourrait être le traitement des dossiers clients ou des dossiers usagers, par exemple. Donc, quelle est dans votre organisation la série documentaire ou le processus qui a le plus de valeur et comment vous pourriez faire en sorte de rendre ce processus-là encore plus efficace et plus huilé que ce qu'il est maintenant. Et surtout, entre autres, comment faire en sorte d'enlever le papier du processus pour le rendre plus fluide et de permettre l'automatisation. Donc, ça, souvent, c'est un élément qui est quand même assez important. Le papier, pour moi, de toute façon, ceux qui me suivent depuis un bout, pour moi, le papier, c'est l'ennemi numéro un en organisation. C'est ce qui empêche l'organisation d'être capable de mettre en place des processus automatisés. Donc, moi, souvent, je commence tout le temps par quel processus on pourrait numériser de bout en bout pour faciliter une gestion, par exemple, dossier d'employés, dossier compte payable, ce type de documents-là, qui ont une grande valeur pour l'organisation
et qui sont produits en grand nombre. Donc, c'est souvent ce genre de processus-là que moi, je recherche pour commencer. Et après ça, on est capable de commencer, par exemple, de faire un projet pilote de numérisation, de faire une politique de numérisation, une procédure de numérisation pour la série en question, et après ça, de la mettre en place progressivement. Et ça va avoir un impact majeur sur ce processus-là, et ça va faire des petits. Et après ça, avec ces victoires-là, vous allez être capable de, de- de passer à d'autres projets et de grossir, si on veut, l'influence de la gestion documentaire au sein de l'organisation. Donc, souvent, moi, c'est comme ça qu'on travaille quand on est en clientèle, là. Donc, voilà, en fait, ça, c'était un élément. Euh, Karine mentionne: j'ai beaucoup de pression au sein de mon équipe pour améliorer la gestion documentaire. Je suis nouvelle dans l'organisation depuis 6 semaines seulement. Est-ce mieux de faire de petites modifications visibles, légère réorganisation de la structure de dossier, ou faire des modifications lorsque la structure définitive sera définie? Euh, En fait, moi, dans mes projets, je fais les deux. Mais souvent, c'est rare que, par exemple, le plan de classification, c'est rare que je vais attendre d'avoir l'ensemble du plan de classification avant de commencer à l'implanter. Souvent, j'aime beaucoup mieux, par exemple, faire quelques petites modifications pour améliorer, par exemple, éliminer le quatrième niveau, c'est un exemple, pour une série documentaire, faciliter la gestion d'une série documentaire en particulier, de faire des suggestions de classement, ce genre de choses-là. Et je pense que Karine, tu as un bon point là-dessus, là, c'est des petites modifications visibles. Si vous travaillez dans votre coin et là, dans votre coin, je ne veux pas que ce soit péjoratif, là, mais si vous travaillez sur la révision du plan et du calendrier et que personne ne sait que vous êtes en train de le faire, ça n'aidera pas à favoriser l'adoption, et ça n'aidera pas non plus à vous faire connaître et à augmenter votre crédibilité. Donc, le plus possible, commencer avec on pourrait appeler ça des produits minimum viables, là, pour ceux qui connaissent le concept. Et un produit minimum viable, c'est se demander quel est le plus petit, par exemple, dans le cas du plan ou d'une arborescence, quel est le plus petit produit que je pourrais offrir au client pour qu'on soit capable de le déployer et être capable de faire une amélioration continue par itération. Donc, ça, c'est une approche aussi qui permet d'accélérer le temps en fait, le temps de déploiement. Donc, par exemple, on peut passer de plusieurs mois de déploiement à quelques semaines parce qu'on va juste cibler les éléments qui sont essentiels pour être capable de développer une solution ou un produit. Là, j'appelle le plan de classification un produit, là, mais tu sais, ça peut être le plan de classification, ça peut être le calendrier de conservation ou d'autres outils ou la solution de GED à proprement parler, là, mais c'est ce genre de choses-là que moi, j'essaye de faire, là. Et évidemment, quand vous déployez quelque chose pour l'utilisateur, il faut que ça améliore son quotidien. Il ne faut pas que ça lui rajoute des tâches. Donc, si vous arrivez à un utilisateur et que vous faites dire, ben là, si on fait ça, ça va me doubler les tâches que je dois faire, euh, peut-être retourner à la table à dessin pour essayer de voir avec lui qu'est-ce qu'il pourrait faire finalement qui améliorerait son quotidien. Donc, il faut évidemment améliorer le temps de traitement ou améliorer la performance des gens et pas nuire à leur quotidien. Donc, ça, il faut vraiment faire attention, là. Et là, ben, je vois que ça fait un petit bout que... attendez un peu. Je vois que ça fait quasiment 1 heure que je jase, là. Est-ce que vous avez des questions plus précises qui n'auraient pas été répondues? OK. Mélanie, est-ce qu'il y a des questions que j'ai passées tout droit?
Oui, excusez. Il y avait une question de Manon plus tôt qui demandait quelles sont les meilleures stratégies pour créer de la valeur pour l'organisation. Ah ben, en fait, c'est quand même assez. J'avais manqué, effectivement. Mais j'ai un peu répondu en parlant de stratégie, tu sais, de se coller à la planification stratégique ou autre, là. Mais c'est, en fait, et encore là, c'est de mettre de côté nos besoins à nous et de se concentrer sur les besoins des utilisateurs. Donc, c'est ce genre de choses-là qui vont nous permettre d'avoir plus de valeur et d'être plus visible dans l'organisation. Donc, en tout cas, j'espère que Manon, ça l'a répondu. Oui, c'est ça. Euh, Elle répond que tout à fait, tu avais répondu dans OK, le fond à la question. c'est bon, Merci. parfait. Merci, je n'avais pas vu. En fait, c'est un premier essai, une formule question-réponse comme ça. Là, on l'a essayé avec Zoom, etc. Donc, c'est une première. J'essaie de me préparer, en fait, avec des questions au préalable et tout ça. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Euh, J'espère que, en fait, c'était quelque chose que vous avez trouvé pertinent, là. Et répondez-moi, en fait, tu sais, dans l'invitation, n'hésitez pas à me réécrire pour me donner des conseils sur ou des sujets. Si jamais vous voulez qu'on fasse d'autres questions-réponses comme ça. Moi j'aime bien, outre le fait que j'ai l'impression parfois de parler à moi-même, là, donc ça fait un peu bizarre, mais si jamais vous êtes intéressé à poursuivre, moi je vais en ligne, là, finalement. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets si vous voulez qu'on poursuive avec cela pour la vente. N'hésitez pas également, là. Donc, voilà. Mélanie, je te laisse le mot de la fin, je pense. Oui. Mais dans le Bon, fond, si c'est un sujet là, qui vous passionne, on a une formation qui s'en vient la semaine prochaine qui s'appelle Faciliter l'adoption d'une solution GED dans votre organisation. C'est le 21 janvier. On a aussi la formation Mettre en œuvre un programme de gouvernance de l'information qui s'en vient le 18 février. Bientôt, on est super excités parce qu'on a un nouvel événement le 16 février. Ça va être différents ateliers techniques, en fait, sur des solutions de GED. Donc, ça, c'est à ne pas manquer. Allez vous inscrire aussi. Puis, oui, et on a. c'est simplement dire que celui-là, le 16 février, pour les ateliers JED, sont tous gratuits. Donc, n'hésitez pas si jamais vous êtes en pleine évaluation de logiciel, c'est le temps d'assister à ça, effectivement. Puis, les gens, je vois qu'ils sont en train de nous dire que c'est une bonne formule. Ben, c'est le fun. Merci de nous donner ça comme commentaire. Ça fait qu'on va penser à faire ce genre de formule-là. Puis, on a aussi un nouveau webinaire qui s'en vient. Donc, restez à l'affût parce que ça va être annoncé très bientôt. Ben, merci beaucoup, Charles. Puis, merci à vous pour vos questions parce que ça permet vraiment de faire un événement comme ça quand vous participez autant. Si on en a manqué, on va essayer de revenir pour y répondre. Mais c'est ça, désolé, des fois, il y a beaucoup de messages qui rentrent. Merci, merci, merci. Puis aussi, on va ce question-réponse-là a été enregistré. Donc, évidemment, vous allez le recevoir là, en lien. Ça va être possible de le réécouter si vous voulez. Oui, directement sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous C'est ça. invite à aller vous abonner pour avoir la petite notification euh, quand ça va sortir. Parfait. Ben, merci beaucoup, Super. Charles. Merci tout le monde. Passez un bon restant de semaine. Bye bye.